annuler les festivités du 14 juillet? Et moi, je suis assez fasciné par le débat. On parle des mortiers d'artifice et le vrai problème, c'est ceux qui les lancent. Pardon, mais en fait, on vient de vivre une explosion de violence absolument inouïe et on ne peut pas ramener ça à la question de savoir comment circulent des feux d'artifice de manière illégale sur le sol de notre pays. En particulier, d'ailleurs, si le sujet du gouvernement, c'est d'aller contrôler les magasins de feux d'artifice, je crois qu'on est très très loin du sujet. Parce que c'est évident qu'aujourd'hui, on est devant, effectivement, vous l'avez dit, des organisations criminelles qui, sur le territoire national, organisent ou se donnent les moyens d'organiser des actions qui défient l'autorité de Donc, l'État. si je vous comprends bien, vous êtes plutôt sur la même ligne que le gouvernement, parce que le gouvernement, Olivier Véran, dit de toute façon, on va pas, ces termes, on ne va pas s'effacer, on ne va pas effacer le 14 juillet derrière quelques émeutiers. Voilà, il y a des décisions qui sont prises au cas par cas par certains préfets, par certaines municipalités, mais hors de question de toucher au 14 juillet pour quelques émeutiers. Mais heureusement, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a d'abord commencé par tirer les leçons de ce qui vient d'arriver ? Est-ce que le gouvernement est prêt à apporter des réponses à cet embrasement de violence qui soit autre chose que de se plaindre du fait qu'il y a trop de mortiers d'artifice qui circulent sur le sol français ? La vraie question, encore une fois, c'est ce qui s'est passé dans notre pays où des dizaines de milliers de personnes ont défié l'autorité de l'État et ont été capables de causer plus d'1 milliard d'euros de dommages à des commerçants qui aujourd'hui pleurent l'effort de leur vie détruit. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Quelles sont les réponses qu'on apporte à ce défi majeur ? C'est un défi de survie pour l'avenir du pays. Ceci étant dit, le gouvernement a quand même réussi à faire revenir le calme au bout de 6 jours, avec des dégâts, avec des dégâts considérables, mais ça n'a pas duré 3 semaines comme en 2005. On aimerait être sûr que c'est le gouvernement qui a ramené le calme. Qu'est-ce que vous insinuez ? La vérité, c'est que tout le monde sait très bien que si la situation s'est calmée soudainement, c'est pas parce qu'on a frappé des coups, malgré l'engagement extraordinaire des policiers et des gendarmes, c'est pas parce qu'on a frappé des coups décisifs contre ceux qui, manifestement, sont capables aujourd'hui de défier l'autorité de l'État. Ce qui a ramené le calme, du coup ? Ce qui a ramené le calme, c'est manifestement que quelque chose s'est passé dans les quartiers qui a fait que d'un seul coup, la situation s'est apaisée. Et c'est pas moi qui le dis, c'est même dans les cercles gouvernementaux. À quoi vous pensez ? Mais il y a des gens dont le trafic commençait à être gêné, et notamment des dealers. Vous demandiez d'où vient cet argent. L'argent, il vient pas de nulle part, en effet. On parle de ces feux d'artifice, on parle aussi des véhicules de grande série qui circulent aujourd'hui dans les mains de jeunes mineurs dans les rues de nos banlieues. Donc vous dites qu'aujourd'hui, les trafiquants de drogue arrivent à rétablir le calme. En tous les cas, ce que je dis, c'est que factuellement, on n'a pas la certitude, tous ici autour de ce plateau, que si l'État voulait empêcher une nouvelle flambée de violence comme celle qui vient de se produire, il serait capable de l'empêcher. Et donc, on est devant ce défi existentiel pour le pays. L'État, aujourd'hui, nous le voyons, peut être défié par des gens qui sont capables de faire reculer la République sur des territoires entiers de notre pays. C'est un fait, on l'a vécu. On l'a vécu il y a quelques jours. Est-ce qu'on l'a déjà oublié ? Est-ce qu'on va vraiment se concentrer sur la question de savoir si le 14 juillet va avoir lieu comme avant ? Le sujet, c'est de reconstruire l'école. Le sujet, c'est d'apporter des réponses urgentes sur le plan migratoire. Et là, pardon, je suis désolé de le dire, mais le gouvernement, malheureusement, semble n'avoir tiré aucune leçon de ce qui s'est passé. Quand on entend le ministre de l'Intérieur qui nous explique que ça n'a pas de rapport avec l'immigration, je suis désolé, mais ça, c'est un débat existentiel. Et on va y revenir dans quelques minutes, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire dessus. Mais avant, Adèle Amara, j'aimerais quand même avoir votre avis. Un mot, parce que je ne vous ai pas entendu sur les festivités du 13 et du 14 juillet. Que disent les habitants dans les quartiers, ces habitants qui ont été touchés de plein fouet par les émeutes? Est-ce qu'ils redoutent ces festivités comme c'est le cas des forces de l'ordre, ou au contraire, ils se disent bon, ça va nous faire du bien aussi d'avoir voilà, un petit peu de légèreté et de pouvoir profiter de ces feux d'artifice? Non, moi je pense que globalement, les habitants, ils ne souhaitent pas qu'on annule les festivités. Au contraire, après, c'est vrai que moi aussi je suis effaré un peu par la teneur du débat, parce que pour le coup, ces violences urbaines, elles ne découlent pas de rien, et je pense qu'il faudrait aussi qu'on se pose les bonnes questions pour le coup, et qu'on sorte du fantasme que je viens d'entendre, et qu'on aborde plutôt la question sociale pour le coup, et la question de la brutalité policière qui est à l'origine des événements qu'on a vécus il y a encore quelques jours. Donc, je pense qu'on va... Est-ce que vous croyez vraiment que les commerçants qui ont été pillés parce qu'un jeune a été tué dans une opération de police ? Vous croyez que ça avait quelque chose à voir avec la mort de Naël, les Nike volés dans les magasins, les Apple Store dévalisés? Vous croyez que ça a à voir quelque chose avec la mort d'un jeune homme? Le fait que des gens, aujourd'hui, se soient permis d'aller cramer des écoles, ça a quel rapport avec la mort de Naël, ça, exactement? Alors, eux-mêmes, d'ailleurs, ceux qui sont interpellés, eux-mêmes ne disent jamais
que leur action était liée à la mort de ce jeune homme. Vous avez parlé avec eux, il faut ouvrir les yeux quand même. Vous avez parlé avec eux ou pas? Parce que moi, j'ai parlé avec les maires de ces villes dévalisées. J'ai parlé avec les gens qui les ont vus en comparution immédiate. La différence entre vous et moi, c'est que vous parlez aux maires, vous parlez aux institutionnels, et moi, je suis sur le terrain, donc je parle directement. Pardon, mais les maires sont sur le terrain. Non, ils sont pas sur le terrain. Beaucoup de gens qui prétendent représenter ces quartiers. Ils sont pas sur le terrain comme peuvent être les acteurs. Les maires sont pas sur le terrain. Non. Alors, par contre, vous allez finir. Laissez juste Adèle Amara s'exprimer. Mon raisonnement, mais sur la violence sociale, c'est que moi, je vais prendre un cas très concret. À Villiers-sur-Marne, il y a donc le primeur Kadjikash qui a été cassé. Et moi, j'ai encore en tête les 3-4 mamans que j'ai vues à 1h, 2h du matin descendre avec des kadjis, faire des courses pour prendre quoi? De l'huile, pour prendre de la lessive, pour prendre de la nourriture. Et ça, c'est réel. Je pense qu'ici, on a tous pris un bon petit déjeuner. Il y en a, ils ne le prennent pas. Et ça, c'est réel. Et l'inflation, ce n'est pas que dans les graphiques que vous mettez dans vos chroniques économiques. L'inflation, dans la vie des gens, elle est réelle. Et donc l'inflation, ça fait brûler des magasins. Non, j'ai pas compris. C'est parce qu'il y a de l'inflation que les gens vont piller des magasins. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça, clairement, que ce soit 2005, que ce soit même depuis les années 70 ou même 2023, ces violences, elles ont été déclenchées par quoi? Il y a un fait générateur. Il y a eu un jeune, paix à son âme, Naël, qui a été exécuté. Ouais. Clairement, il y a une vidéo. Spontanément, en fait, le lien, c'est que les jeunes, ils se sont mobilisés contre, d'accord? Ça n'a pas été organisé, ça a été non structuré, sans organisation. Spontanément, ils se sont identifiés au jeune Naël, ils se sont mobilisés contre les pratiques policières et contre la situation sociale. Ça s'est découlé, comme en 2005, par des violences urbaines. Et la réponse qu'on entend de la part des pouvoirs, c'est une sanction que pénale. Et on ne peut pas réduire. Si on veut, moi, je suis pas là. Ça me désole, moi, cette situation. Moi, l'idée, c'est de trouver des solutions. Et je vous le dis, ça fait depuis les années 70 qu'à travers votre parti, on entend que le tout répressif, le tout sécuritaire. À un moment donné, au lieu de venir se pavaner dans les plateaux télé, il faudra peut-être réfléchir et faire le bilan de vos politiques et de vous dire que c'est un échec. Et il faudra penser à autre chose. J'aimerais juste, parce que justement, pour trouver des solutions, il faut poser le diagnostic. Effectivement. On va revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que dit le Rassemblement national et la droite depuis quelques jours en faisant le lien entre l'immigration et les émeutes, ce qui s'est passé? J'aimerais qu'on écoute ensemble Jean-Philippe Tanguy, qui est député RN de la Somme et qui était ce matin chez Apolline de Malherbe. Alors, le lien que Marine Le Pen fait n'est pas entre la nationalité faciale des personnes qui sont dans ces quartiers. C'est est-ce qu'ils se sentent ou pas français, et surtout quelle politique d'assimilation qui n'a plus été menée depuis des années, d'intégration qui n'est même plus menée, ou de cohabitation est menée. Ils ne se sentent de toute évidence pas français. Une partie d'ailleurs de ces personnes ne revendique pas la nationalité française, ils ne revendiquent pas la culture française, ils ne revendiquent pas l'histoire de France, on pourra en reparler, ils ne revendiquent pas, bref, tout ce qui fait qu'on vit ensemble. François-Xavier Bellamy, Jean-Philippe Tanguy parle de nationalité faciale. Vous reprenez ce terme ? Non, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais la vérité, c'est qu'il y a aujourd'hui une faillite immense. Mais est-ce que vous dites comme lui, parce qu'en fait, il s'est expliqué, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des Français, si je résume, des Français de papier et des Français de cœur. Est-ce que c'est la même distinction que vous faites? Je ne suis pas venu commenter les propos de Jean-Philippe Tanguy. Oui, mais comme vous avez des discours très proches en ce moment avec le Rassemblement national à ce sujet-là, j'aimerais savoir si vous faites la distinction. Pardon, excusez-moi. On va éviter de jouer au jeu de qui dit quoi. Justement, je vous dis ce que je dis. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que, pour ma part, je dis que notre famille politique dit aussi que nous sommes devant une double faillite gigantesque qui est d'une part l'incapacité de notre pays à gérer des flux migratoires qui soient susceptible d'être... Mais là, on ne parle pas d'immigration. Non, mais bien sûr que si, on parle d'immigration. La question qui a été posée, 90% des jeunes interpellés sont français. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin, donc on n'est pas en train de parler d'immigration. Alors, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Gérald Darmanin est un spécialiste du déni, mais je réponds à votre question. Est-ce que vous faites la distinction, comme le fait Jean-Philippe Tanguy, entre des Français avec une nationalité de papier, pour reprendre ces termes, ou des Français de cœur, nationalité de cœur? Est-ce que vous faites cette distinction? Je réponds à votre question. La réalité que notre pays affronte aujourd'hui et dont nous payons les conséquences, c'est une double faillite majeure, faillite de notre pays à gérer ses frontières. Et effectivement, nous avons depuis des années des flux migratoires massifs qui font qu'il y a aujourd'hui une panne absolue
même pas de l'assimilation, mais même de l'intégration. C'est une certitude. Et ça, pour le coup, c'est impossible de ne pas le reconnaître quand vous avez des jeunes qui, effectivement, sont français, qui sont nés en France, qui ont passé des années sur les bancs de nos écoles et qui brûlent le drapeau français. Je ne les renvoie pas à leurs origines. Vous avez des jeunes qui brûlent le drapeau français. C'est les origines de leurs parents ou de leurs grands-parents. Des jeunes français sont nés en France, ont passé des années sur les bancs de nos classes et brûlent le drapeau français. Il n'y a pas de problème pour vous? Il n'y a pas de sujet? Alors, non, vous pensez que tout est normal? La question que tout n'est pas normal. Et la deuxième, faillite, est-ce que je peux terminer la phrase? La deuxième faillite majeure, c'est la faillite de l'école. Et moi, je ne me pavane pas sur les plateaux de télévision. J'ai été professeur de lycée pendant des années. J'ai écrit il y a 10 ans un livre pour dire que cette faillite de l'école, on la paiera très cher aujourd'hui. Et vous avez raison de poser le sujet de l'école. Et je pense qu'Adèle Amara, vous rejoindrez François-Xavier Bellamy sur ce constat au niveau de l'école. Mais moi, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle dans vos discours, parce que en pointant l'immigration, en pointant systématiquement les flux migratoires, comment voulez-vous que ces jeunes, dont les parents ou grands-parents ne sont pas nés en France, à un moment donné se sentent français quand on les renvoie systématiquement aux origines de leurs parents ou de leurs grands-parents? Mais c'est pas nous qui les renvoyons à leurs origines, madame. Qui les renvoie à leurs origines? Qu'est-ce qui les renvoie à leurs origines, sinon le fait que nous avons refusé, que notre école a refusé de leur transmettre la culture de notre pays et de leur permettre d'y participer pleinement? Qui a dit « je vois des Comoriens, je vois des Algériens, je vois des Marocains » devant une salle remplie de Français? C'était Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. Moi, je combats cette vision multiculturaliste. Je combats cette vision qui, à la fin, effectivement, ramène tout le monde à ses origines. Je pense que des gens qui grandissent en France, des gens qui sont nés en France, des gens qui sont français, ils ont tous les droits et tous les devoirs d'un citoyen français. Et le premier de ces devoirs, c'est d'épouser pleinement la culture de ce pays, mais c'est aussi le premier des droits. Et c'est notre école, moi je l'ai vécu comme professeur, c'est notre école qui a rompu avec son devoir de transmission du savoir, de la culture, de la connaissance. Qui a dit là encore, il n'y a pas de culture française? C'est pas nous, c'est Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République. C'est ce discours-là qui a produit la faillite dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que pendant très longtemps, vous voyez madame, c'était interdit de dire que la France méritait d'être transmise. C'était interdit de dire qu'on avait un héritage à partager. C'était interdit de dire qu'être français, c'était un privilège qui se mérite. Et c'est parce qu'on a renoncé à dire ça qu'on se trouve aujourd'hui tout devant cette fracture. Mais bien sûr, ça dure depuis très longtemps. Et je serai le premier. M. Sarkozy, c'était pareil. Avant M. Sarkozy, avec Chirac, c'était pareil. C'est 40 ans d'abandon. Donc c'est facile. En même temps, moi, je suis élu, je suis maire du rural. Donc vous savez, et sans étiquette, je trouve que c'est trop facile de se balancer systématiquement les bonnes. Vous avez tous échoué, les politiques, et c'est vous les véritables responsables. Pardon, moi je suis rentré dans la politique nationale en 2019. Vous voyez, donc j'hérite d'une situation que nous recevons tous ensemble. Je suis le premier à reconnaître que ma famille politique n'a pas tout réussi quand elle était au pouvoir. Je l'ai dit, je l'ai écrit. On va pas avoir besoin de le répéter indéfiniment. Maintenant, la vérité oblige à dire aussi que ceux qui ont combattu ce discours qui consistait à essayer précisément de transmettre une identité nationale. Rappelez-vous la polémique sur l'identité nationale quand Nicolas Sarkozy, alors arrivé au pouvoir, voulait précisément faire en sorte que cette question redevienne une question politique. Qui l'a combattu? C'est la gauche. Qui l'a combattu? C'est le discours que tient aujourd'hui Emmanuel Macron et que tient encore aujourd'hui Gérald Darmanin. Quand Gérald Darmanin nous fait croire qu'on est français seulement parce qu'on a des papiers, je suis désolé, mais c'est quand même un sujet. François-Xavier Bellamy, c'est pas une tribune. J'essaye de vous répondre. Et j'essaie aussi de distribuer la parole à tout le monde. Et j'aimerais vous entendre, Adèle Amara, sur ce sujet. Comment vous réagissez quand vous entendez les propos des Républicains, les propos du Rassemblement national, ce lien qui est fait entre l'immigration et les émeutes? Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous avez répondu directement ce que c'est ce que j'allais dire. 90% de ceux qui ont été des émeutiers, apparemment, sont français. Donc, je veux dire, poser la problématique de l'immigration, vous avez été prof, pour moi, c'est un hors-sujet. Maintenant, encore une fois, toute cette rhétorique que vous reprenez en vérité de l'extrême droite, c'est que pour vous, faites un lien en fait entre, clairement, sans le dire, il y a les Français d'apparence que vous voulez pas nommer. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi en fait pour vous la norme de référence pour être un Français. C'est quoi la norme de référence? En fait, juste ouvrons les yeux. Quand l'Algérie et la Turquie émettent des communiqués pour demander à la France de protéger leurs ressortissants. Mais il est où le rapport avec les concernés là? Il est où le rapport avec l'immigration? L'Algérie et la Turquie. Concernés, je parle. Mais parce que les concernés, c'est justement ceux qui étaient en train de mener. Ma question est simple. Quel est le rapport dans les banlieues? Vous parlez de l'identité française. Et là, on va pas être d'accord. L'identité française, c'est qu'est-ce qu'on y met dedans? Et c'est là où on sera pas d'accord. Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce que vous mettez dedans? C'est quoi l'identité française? C'est quoi être français? Est-ce qu'Adèle Amara, non, mais moi, il n'y a pas commencer. Moi, je suis français, c'est pas un souci. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une plus-value. C'est-à-dire être français. Quand je vois votre façon de votre style vestimentaire, mais vous ne ressemblez pas à Vercingétorix. Vous voyez ce que je veux dire? L'identité française. Éviter de sortir des caricatures. Il y a des choses tout simples. Laissez-moi finir. Par contre, franchement, vous parlez beaucoup, je ne vous coupe pas, moi. Vous m'avez posé une question. Non, mais laissez-moi aller au bout du raisonnement. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'identité française, factuellement, elle mute. D'accord? Et que vous vouliez ou non, il y a l'immigration, il y a un apport.
Et être français il y a un siècle, c'était pas pareil que être français aujourd'hui, qui sera pas pareil qu'être français dans 100 ans. Et je veux dire, mais en tout cas, j'ai envie d'évacuer ce sujet-là parce que vraiment, c'est un hors-sujet. Oui, moi, j'ai une question parce que je trouve que vous soulignez une question justement, mais vous allez y répondre parce que vous soulignez une question qui est très intéressante. C'est qu'est-ce que l'identité française? Quand vous voyez Adel Amara, vous voyez un Français? Et bien sûr, non, mais pour commencer, être français... Non, mais alors justement, bien sûr, comment vous définissez l'identité française? L'identité française mériterait beaucoup de temps pour qu'on travaille à définir ce que ça veut dire exactement recevoir cette culture. En tout cas, c'est pas votre définition, mais sûr. Pardon, être français, pour moi, ce sera jamais brûler le drapeau français devant le mémorial de l'Holocauste. Et ça, pour le coup, vous pourrez... moi, je suis désolé. Hein. Vous pourrez jamais m'enlever de la tête que celui qui brûle le drapeau français, je suis désolé, il se met à l'écart de la communauté nationale. Et c'est pas moi qui l'ai choisi. Mais François-Xavier Bellamy, est-ce que c'est lui qui se met à l'écart de la communauté française ou est-ce que c'est toute l'immigration qui a peuplé la France qui se met à l'écart de l'identité française? C'est le résultat, encore une fois, c'est le symptôme, le résultat, la conséquence de la faillite de notre pays qui, en n'ayant pas regardé en face les conséquences des flux migratoires qui c'est sur la venir sur son sol, pas l'immigration, c'est laissant s'effondrer son école, a produit cette situation de désintégration qui fait que des gens qui effectivement ont des papiers français, sont nés en France, sont français, qui ont grandi et qui ont été élevés dans nos écoles, brûler le drapeau français devant le mémorial de l'Holocauste. Vous avez raison, mais si on n'ouvre pas les yeux là-dessus, François. Pour moi, ça reste un Français qui a commis une infraction. Tout ça, c'est terrible. Les gilets jaunes qui ont cassé l'Arc de Triomphe, c'est terrible. Ils sont pas français? Mais il y avait des effigies de Macron qui étaient brûlées, ils ne sont pas français? Je serai le dernier à dire que les manifestations des Gilets jaunes ne révèlent pas aussi le malaise social profond. Mais il y a même des royalistes qui ne reconnaissent pas le drapeau français. En fait, je veux dire, ça, c'est un faux sujet en vrai. Franchement, on s'écarte du vrai sujet qui est beaucoup plus important et que j'aimerais bien qu'on aborde quand même ici. C'est pas le sujet de l'immigration. Ça, faut l'écarter et on va. Je pense qu'il faut juste le vrai sujet pour 80% des Français. Donc il y a quand même un moment où ceux qui nous regardent, parce que ici, voilà, tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'extrême droite de considérer que la question de l'immigration fait partie de ce problème. 80% des Français, le sujet, vous avez raison, mais attendez, on est parti sur un débat où on parlait des émeutiers et puis vous êtes arrivé sur l'immigration. Sur l'immigration, et franchement, je pense qu'il faut les battre. 80% des Français aussi, on peut flatter les bons instincts quand il y a des, on va dire, des séquences fortes, émotionnelles. Je veux dire, dès qu'il y a un fait divers, on pose la question de. Enfin, dès qu'il y a par exemple un crime, un enfant qui se fait tuer, je veux dire, là, c'est du réel. On parle de vie et de mort en fait. Et là, vous êtes en train de me parler d'immigration. Vous me parlez mais c'est pas le sujet. Là, le sujet, on parle de vie et de mort. Mais Adel Amara, sur la question sociale, je voulais quand même poursuivre. Vous disiez quand on voit des mères de famille piller des supermarchés à minuit, à 1h du matin, c'est pas piller, ou se servir. Oui, c'est ça. Voilà, se servir. L'inflation, elle touche tout le monde aujourd'hui en France. Il n'y a pas que. Pourquoi est-ce que ce n'est que se greffant sur ces émeutes-là qu'on assiste aussi à ces gestes-là, à des parents qui vont se servir, alors que l'inflation, globalement, elle touche l'intégralité des départements, l'intégralité des villes, l'intégralité des quartiers. C'est malheureux, mais comment dire, on va dire ces phénomènes de violence, elles ouvrent des espaces d'opportunité. Et effectivement, il y en a, ils vont profiter pour faire leurs courses. Il y en a aussi, ils vont profiter en pillant des boutiques Nike ou autres, ou de grosses enseignes. La question sociale se greffe sur la question des émeutes. Elle n'en est peut-être pas à l'origine. La question, elle est quand même à l'origine, la question sociale, parce qu'encore une fois, ça part de la brutalité policière. Et là, on n'en parle pas. J'aimerais bien qu'on aborde aussi cette question. Adel Amara, je vous propose que vous restiez en plateau pour la deuxième partie de BFM Story, parce qu'on a encore beaucoup de questions à vous poser. Pour clore le débat, j'aimerais juste, parce qu'il y a eu toute une polémique autour des prénoms, et c'est Gérald Darmanin pour éteindre justement le débat autour du lien entre éventuellement immigration et émeute, qui a dit, et beaucoup de Kevin et beaucoup de Mathéo dans les interpellés. Il s'avère que nous avons pu consulter la liste des prénoms des personnes qui ont été interpellées. Alors on ne vous a pas mis toute la liste, bien évidemment. Voilà le top 20 des prénoms. Alors il y en a forcément beaucoup. Par ordre alphabétique, vous avez du Adam, du Alexis, du Ali, du Brian, du David, du Dylan, du Enzo, du Hugo. Je ne vais pas tous les faire. Vous avez du Nassim, vous avez du Théo, vous avez du Yanis. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces prénoms, ils sont à l'image de la France. C'est la diversité française. Ils sont à l'image de notre société. D'abord, ce serait intéressant d'avoir les nombres. Pardon, mais mettre là, vous avez le top 20. Je vous avoue qu'on n'a pas listé l'intégralité des prénoms parce que ça commençait à faire beaucoup. Ça serait intéressant d'avoir les nombres. Surtout, encore une fois, je le redis, évidemment qu'il y a des gens de partout qui ont participé à ces émeutes. Il y a aussi, bien sûr, on l'a vu, des gens d'extrême gauche qui, pour casser du flic, parce qu'ils étaient trop contents d'avoir l'occasion de mettre du désordre, sont venus se joindre à ces situations de chaos organisées par ceux qui voulaient semer la violence.
vous parlez de violence policière, évidemment, on a souvent l'amalgame plus prudent quand il s'agit d'autres situations qu'on qualifie de faits divers. En tous les cas, certains ont vu là une occasion rêvée d'aller casser du flic. Et effectivement, il n'y a aucune espèce d'hésitation sur le fait qu'il y a des gens dont les prénoms sont tout à fait indicateurs du fait qu'ils ne sont pas issus de l'immigration et qui se sont joints à ces violences. Maintenant, j'aimerais bien dire une chose pour terminer, parce que c'est quand même fondamental qu'on puisse ouvrir une perspective. On ne va pas se battre indéfiniment sur la question de savoir ce qui s'est passé, parce que je crois que tout le monde le sait, ce qui s'est passé. Il suffit d'ouvrir les yeux. Le vrai sujet maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte de refaire un pays uni, à partir de la situation actuelle qui menace, je le redis, l'existence même de la nation. On peut parler indéfiniment des mortiers d'artifice, mais le vrai sujet, c'est comment on réussit à reconstruire une école qui apprenne à tous les enfants français qui grandissent dans ce pays que précisément, ils ont le droit et le devoir de participer à la communauté nationale. Comment on réussit à reconstruire une école qui fasse que tous les enfants, même si leur histoire est liée à l'immigration, et ce serait absurde de le nier, qui fasse qu'ils se sentent français et qu'ils participent pleinement de cette histoire qui leur appartient aussi s'ils veulent bien l'embrasser. Et comment, pour ça, on maîtrise les flux migratoires enfin. Parce que si on continue d'avoir 500 000 personnes qui arrivent sur le sol français, on ne pourra pas chaque année assimiler tous ces gens. Merci beaucoup.